Tu joues avec un des top 5 plus grands défenseurs de l'histoire. Alessandro Nesta dans les années 2005, 2006, 2007 avec l'AC Milan, c'est le top du top. Quasiment impossible à arrêter cette équipe-là. Derrière, leur marquer des buts, c'est quasiment impossible. Il est en fin de carrière, certes, mais il est toujours autant lucide. Qu'est-ce que tu as appris? Des anecdotes qui viennent, des discussions que tu as avec lui? Écoute, Alessandro, premièrement, c'est un mec formidable. Formidable. L'être humain, généreux au possible de son temps, de partage. Il était formidable. C'était un coéquipier super difficile sur le terrain, très exigeant. Parle beaucoup, qui s'énervait beaucoup, mais à commencer par lui-même, hein, mais qui s'énervait aussi beaucoup contre lui-même et contre ses coéquipiers. Parce que il n'était plus le Alessandro Nesta des années 2005, 6, 7 et que ça, c'est une réalité qu'à l'échelle de la vie d'un footballeur, faut être capable de digérer. C'est un processus. Il y en a que ça va arriver plus facilement que d'autres. Lui, c'était peut-être un peu plus difficile. Son physique le lâchait. Et en même temps, dès que tu sortais du terrain, il avait la lucidité de le reconnaître lui-même. Regarde, je suis Papy Nesta, etc. Puis on en rigolait. Mais par contre, moi, dans les discussions que j'avais avec lui, ce qui était intéressant, c'est qu'il me disait... Moi, j'étais un milieu de terrain, pareil. Mes premiers matchs professionnels, je suis un milieu récupérateur. Puis, à un moment donné, il y a une blessure, opportunité. Je m'installe là, je deviens le capitaine. J'en sors plus. Puis, je bâtis ma carrière là-dessus. Et ça m'a servi d'avoir eu la vision d'un milieu de terrain pour comprendre ce qui se passait derrière. Tout est plus simple parce que quand tu es derrière, même si tu n'as moins le droit à l'erreur qu'au milieu de terrain parce que tu es le dernier rempart, excluant le gardien, tu as moins le droit à l'erreur, c'est sûr. Il s'avère que la pression vient devant toi. Au milieu de terrain, elle vient de devant, elle vient de derrière, elle vient de droite, elle vient de gauche. Généralement, tes défenseurs, les choses se passent devant toi. Donc, si tu as été capable de comprendre comment prendre des décisions vite et bien au milieu de terrain, tu vas voir que tu auras encore plus de facilité à les prendre vite et bien derrière. Il avait tout à fait raison. Ce que j'aimais d'Alessandro aussi, c'était deux grandes qualités qui composaient son jeu et qui me correspondaient. Premièrement, c'était prendre une expression crue, c'était un animal. Sur le terrain, sa combativité, sa brutalité dans l'approche physique de ce que demande le rôle d'un défenseur central aussi, elle était top. Moi, j'adore ça. C'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai adoré marquer des buts ou faire des passes décisives quand j'étais en haut, mais j'ai adoré tacler. J'ai adoré gagner des têtes. J'ai adoré gagner des contacts quand j'étais derrière. Lui, il avait ça et il me l'a transmis. Puis j'ai appris à le faire de la bonne manière au bon moment. Et l'autre grand volet qu'il avait dans son approche de la game qui, moi, me parlait beaucoup, et pas juste dans mon approche de la game, c'est que c'est quelqu'un de super analytique. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est l'école italienne de défense. C'est des gens qui, tactiquement, c'est la crème de la crème. Tactiquement, en fait, ils sont le moins possible en réaction parce qu'ils sont le plus possible en proaction. Et lui, il avait cette approche-là, de l'école italienne, et il m'a beaucoup insufflé l'idée que quand le ballon n'est pas non seulement dans tes pieds, mais même pas dans les pieds des défenseurs à côté de toi, qu'il est loin devant, c'est là que tu prépares ton prochain acte défensif en réalité. C'est dans ta prise d'info, tu te désintéresses quasiment beaucoup de là où est le ballon ou de ce que va faire ton coéquipier, et tu t'intéresses beaucoup à comment est structuré l'adversaire, pour anticiper la potentielle phase de transition qui va arriver et savoir ce qui peut se passer. Parce que si tu sais ce qui peut se passer, tu te placeras en conséquence. Et en te plaçant d'une certaine manière, tu dicteras ta manière d'intervenir quand sera le temps. Et ça, pour moi, c'était une révolution. Ah ouais. Il joue aux échecs, là. Oui, exactement. Et ça a été une révolution dans ma manière d'apprécier le rôle de défenseur. Parce que, puis j'estime être quelqu'un de pas bête dans la vie, tout à coup, il était en train de me dire que l'arme de base intellectuelle que j'ai dans ma personnalité, dans qui je suis, là, je peux la rendre super concrète dans mon analyse de la situation à l'intérieur d'un match pour être capable de me faciliter la vie au possible et de maximiser mes chances de ne pas concéder de but sur telle phase de transition, sur telle action, etc. Ça, j'ai compris ça de Alessandro Nesta et parce que c'est la référence et le nom, mais de Matteo Ferrari aussi, qui était à côté de lui, qui n'est pas un 2 de pique non plus à l'échelle de sa carrière, qui a été dans des grands clubs et qui lui aussi était quelqu'un d'extrêmement généreux. Puis ces deux gars-là m'aimaient beaucoup. Puis ça aide aussi, aimaient beaucoup l'homme, l'individu que j'étais.
et avaient cette générosité avec moi, ont été des bons enseignants malgré eux, m'ont jamais vu comme une menace. Tu vois, on parlait de menaces à droite, à gauche. Non, m'ont jamais vu du tout comme une menace. Un mentoré peut-être. Voilà, ils ont beaucoup plus vu peut-être l'idée qu'à l'échelle de leur carrière, ils étaient rendus à une étape où ils continuaient de jouer, mais étaient capables de léguer des choses. Et moi, je leur faisais sentir qu'ils étaient importants là-dedans. Donc, en les faisant sentir, tu comprends ce que je veux dire, en les faisant sentir importants dans ce rôle-là, ils avaient un leg qu'ils étaient extrêmement contents d'opérer avec moi et que moi, j'étais extrêmement content de bénéficier d'eux. Dominique Morin, je pense que tu connais, que tu jouais avec lui à l'académie, me disait que quand il s'entraînait, quand il voyait Nesta, il était excessivement impressionné parce qu'il ne bouge pas beaucoup, mais il parle beaucoup et il est toujours au bon endroit. C'est assez exceptionnel. Il n'y a pas besoin de courir tant que ça, mais il est toujours à l'endroit qu'il doit être. Il prend l'info, il la processe, se place en conséquence et puis là, c'est là où tu fais rentrer la double dynamique. Il parle parce qu'il livre l'info qu'il analyse et en même temps qu'il parle à la réaction de ses coéquipiers à droite à gauche, ça l'aide aussi à ajuster certaines choses. Il parle pour rester concentré. Bien sûr. Puis moi, c'est l'une des choses aussi qui m'a marqué au début. On m'a dit que quand j'apprenais mon rôle de défenseur central, on me disait « t'as pas idée, t'es trop silencieux, c'est problématique ». Il me semble que... on a besoin de t'entendre. Quasiment, je comprenais pas pourquoi on me disait qu'être silencieux était problématique. Être silencieux veut aussi dire que je suis peut-être à l'écoute, mais non. Et puis ça aussi, c'est un des legs d'Alessandro. En fait, parler, l'aider à être concentré. Puis le fait d'avoir l'ambition de devoir parler continuellement te force à prendre de l'information continuellement parce que tu vas pas parler pour dire des banalités. Tu vas parler pour dire des choses concrètes qui amènent une valeur ajoutée à la fois pour toi et à la fois pour tes coéquipiers. Pour ça, faut que tu captes des données. Donc, tu prends l'information en permanence. L'idée d'avoir l'ambition de parler tout le temps, ça te condamne à prendre de l'information tout le temps.